Bien, bonjour à tous, bienvenue donc à cette présentation de l'école d'architecture de Montpellier dans le cadre donc du salon d'étudiants. Je me présente, Mathieu Percebois, je suis architecte, j'exerce en libéral à Montpellier. Je suis enseignant à l'école dans le champ des outils numériques principalement et donc je suis membre de différentes commissions. Et je suis aussi un ancien étudiant de l'école, donc à ce titre, je vous propose de présenter donc l'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier. Je suis accompagné de Sandrine Caraviglio, chef de la pédagogie de l'école. Bonjour à tous. Et donc à nous deux, on va essayer de vous présenter au mieux l'école et pouvoir répondre à vos questions. Donc il y a des questions qui sont disponibles sur un chat en parallèle sur lequel auquel vous devriez avoir accès. Donc n'hésitez pas à poser des questions. À la fin de la présentation, qui devrait durer entre 20 minutes et une demi-heure, on choisira les questions parmi les plus récurrentes pour essayer de contenter tout le monde. Et on s'adaptera au fur et à mesure de cette forme de présentation distancielle. Donc l'ENSAM, l'École d'architecture de Montpellier, est une institution qui existe depuis 1977, qui se trouve donc au plan des Quatre Seigneurs, côté nord-ouest de Montpellier, dans un secteur assez universitaire, puisque en fait l'école est au sommet d'une colline au pied de laquelle se trouve la nouvelle faculté de médecine. De l'autre côté, de l'autre pied de la colline, en fait, on a la fac de sciences, et tout autour, il y a SAP, STAPS et l'IUT. Donc un secteur très universitaire, dans lequel s'inscrit l'école, et donc tous les étudiants qui sont inscrits. Donc l'école de Montpellier, en quelques chiffres, c'est 1042 étudiants en formation initiale et formation continue. 6 domaines d'études, on en reparlera un petit peu après, donc architecture et milieu, métropole du Sud, art et architecture, situation, habité ici et maintenant, qui donne un petit panel des différentes possibilités et cadres d'enseignement que l'école propose. 8 associations étudiantes, donc étudiantes parce que gérées exclusivement par des étudiants, donc la CAFET, Focus, ARPAL, la LESAB, etc., on en reparlera aussi un peu plus tard. Et 2 laboratoires de recherche qui sont intégrés à l'école, le LIFAM et le HITLAB. Une des particularités de l'école de Montpellier concerne son antenne sur l'île de la Réunion, donc qui accueille des étudiants en licence, master et HMONP, pardon. Ce qui fait que du coup l'école de Montpellier est le seul établissement d'enseignement d'architecture européen qui soit représenté dans la zone tropicale et qui peut développer donc via l'antenne de la Réunion une spécialité en architecture tropicale via un DPEA construire en milieu tropical. Et donc, on verra aussi les différentes relations internationales de l'école, mais déjà, ça permet d'ancrer les différents cursus via les pays, un colloque qui rassemble 10 pays de l'océan Indien, et le réseau des écoles d'architecture IONAS de l'océan Indien. Avant de rentrer dans le cadre pédagogique, plus particulièrement, et vous présenter comment se déroulent les études d'architecture, un petit focus sur cette partie d'institutions qui est rattachée à l'école aussi, qui sont les éditions de l'Espérou, donc des éditions propres à l'école, avec des locaux qui sont dans l'école d'architecture. Donc une cinquantaine d'ouvrages publiés, dont l'objectif est la diffusion des travaux de recherche des enseignants et des étudiants, et aussi un outil de valorisation et de diffusion de la culture architecturale et urbaine. Donc ça s'illustre autour de cette collection, pensée architecturale et urbaine, l'actualité, qu'elle soit pédagogique ou de la recherche, patrimoine et création, et des revues Friction, Techné ou les carnets de la recherche. Donc le programme pédagogique. Et au final, le déroulé des études d'architecture pour essayer de vous expliquer en fait comment elles s'articulent et comment elles se déroulent. Donc elles se déroulent déjà sur la base d'un schéma universitaire, c'est-à-dire cycle licence de 3 ans, cycle master de 2 ans, et le HMONP et le doctorat après le cycle master qui viennent entériner la suite du cycle master donc, pour obtenir un titre d'architecture. Donc c'est axé sur le schéma universitaire, ce qui permet d'avoir des passerelles éventuelles entre justement les différents cycles via les autres interfaces universitaires que vous pourriez voir dans le cadre du salon d'étudiants par exemple. Donc le cycle licence de 3 ans permet d'obtenir une licence en architecture. Le cycle master permet d'obtenir un diplôme en architecture, donc au terme duquel l'étudiant est architecte.
Et ensuite, suite à ce diplôme, il peut donc aller travailler en agence par exemple, ou en collectivité. On verra les débouchés un petit peu plus tard. Il ne peut pas signer des permis, s'inscrire à l'ordre et créer son agence. Pour ça, il lui faut la HMONP, qui est une habilitation à la maîtrise d'œuvre avec des cours spécifiques qui sont en alternance et qui sont plus axés sur la gestion d'une agence, la gestion d'un chantier, la structuration administrative et autres. Ou en parallèle aussi la possibilité de s'inscrire dans un doctorat en architecture ou un autre doctorat dans d'autres universités, type géographie, philosophie, histoire ou autre. Donc le cycle de licence pour commencer, donc avec le premier et deuxième semestre qui marque la première année des études d'architecture. Donc toutes les années sont organisées autour du même principe, dont l'enseignement s'inscrit dans ce principe et devient de plus en plus riche et structuré au fur et à mesure de la maturité et de la maturation des étudiants. Donc ça s'organise autour d'un atelier de projet commun à tous les étudiants, donc pour le coup de première année. L'atelier de projet, c'est un atelier qui concerne une vingtaine d'étudiants, puisque la promo est divisée en 5 ou 6 ateliers suivant le nombre d'étudiants. Donc une vingtaine d'étudiants qui travaillent un jour par semaine, encadrés par 1 à 2 enseignants, sur une thématique de projet commune qui va durer l'intégralité du semestre. Autour de ce studio, on retrouve les grands cours, donc qui sont des cours théoriques, qui peuvent être histoire de l'architecture, histoire de l'urbanisme, ville et territoire, histoire de l'art aussi par exemple. Et donc ces grands cours viennent alimenter le travail d'atelier, de la même façon que les autres enseignements type art plastique ou représentation du projet, qui eux sont plus en format de TD, de travaux dirigés, et pareil, qui sont structurés de façon à alimenter au fur et à mesure les travaux que peuvent faire les étudiants en atelier de projet. Donc l'atelier de projet, qui est le cœur de l'enseignement en architecture, permet dès la première année aux étudiants d'aborder des problématiques qui peuvent sembler relativement simples par rapport à la pratique architecturale, mais qui s'inscrivent dans un cadre progressif de l'apprentissage de la pratique. Donc, qui s'axe beaucoup. Ici, vous voyez des travaux d'étudiants qui s'illustrent en maquette, où se posent des questions autour de l'espace, autour de la stabilité des éléments, puisque très tôt et ça fait aussi partie des grands cours, assimiler des notions de construction et de structure. Et donc ces premiers éléments, voilà, qui souvent s'illustrent en maquette. Et là, vous voyez les travaux d'étudiants de première année, du premier semestre, de fin de premier semestre. Là, ce sera plutôt sur du deuxième semestre. Il y a toujours ce travail qui est très important en maquette. Il y a un apprentissage du dessin qui se fait plus progressivement. Donc les étudiants de première année dessinent aussi, mais il y a moins d'exigences sur leur capacité de production en dessin. On n'est pas forcément obligé de savoir parfaitement dessiner pour commencer des études d'architecture. On considère que ça fait partie de l'apprentissage progressif et que donc les étudiants intègrent ces notions-là. C'est pas forcément des prérequis pour entamer des études d'architecture. Donc, pour le coup, beaucoup de travail en maquette et des travaux assez diversifiés. Vous pouvez voir ici sur une même thématique, 2 travaux d'étudiants différents, 2 façons d'appréhender, de représenter et de travailler le projet complètement différentes, mais sur une même thématique. Et ça va concerner les 20 étudiants qui vont faire partie de chaque studio, et donc les 120 étudiants au regard des 5 ou 6 studios concernés. 110 à 140 étudiants suivant les cas. D'autres expressions de projets, par exemple, là avec des travaux à partir d'éléments modulaires pour réfléchir aussi sur des notions de topographie, de travail autour de l'espace, une sorte d'habité un peu en creux. Donc beaucoup de thématiques qui peuvent être développées aussi et travailler avec des modes d'expression relativement différents. Notre exemple aussi là de fin de première année, donc de deuxième semestre, où on est sur des logiques plus là qui peuvent ressembler à quelque chose qui serait de l'habité avec une succession par exemple de maisons en bande, et pareil, même thématique, même projet, 2 façons de l'exprimer, de le représenter complètement différentes. Le travail notamment en école d'architecture sera d'adapter ces moyens de représentation à ce qu'on veut montrer et à ce qu'on veut exprimer. Donc 2 maquettes pour exprimer ça ici et 2 autres là. Donc sur le même principe, une même thématique et 2 façons de représenter, de travailler complètement différentes, propres à l'étudiant. L'étudiant est accompagné dans sa démarche de projet, il n'est pas complètement dirigé,
Le but, c'est qu'il arrive à exprimer justement ces éléments-là et de comprendre aussi les contraintes et les problématiques qui s'enrichissent au fur et à mesure du cursus. Donc le cycle de licence, le premier et deuxième semestre dont je viens de vous parler et qui ont été illustrés par les quelques maquettes que vous avez vues. Donc un enseignement commun pour tous les étudiants, c'est-à-dire tous les étudiants travaillent sur la même thématique. Troisième, quatrième semestre, donc deuxième année plus le début de la troisième année, c'est toujours le même principe, un atelier de projet qui est le cœur hebdomadaire du travail de l'étudiant, des grands cours et des enseignements en travaux dirigés parallèles. Donc, comme je disais tout à l'heure, qui s'enrichissent au fur et à mesure de la progression de l'étudiant. Et donc là, par contre, la différence est que il y a des thématiques qui sont différentes, qui sont abordées de façon différente suivant les différents studios, suivant les enseignants, et l'étudiant fait un choix parmi les thématiques qui lui sont proposées. Et donc, en fonction des choix, les étudiants sont répartis dans tous les ateliers. Et le sixième semestre, c'est-à-dire la fin de la licence, donc on retrouve un enseignement commun pour tous les étudiants qui sont souvent un travail sur du logement collectif avec un site commun. Donc tous les 110 à 140 étudiants ont tous le même site, ont tous le même projet avec le même nombre de logements. Et on arrive au final à avoir 110 à 120 projets complètement différents. Et toujours organisés de la même façon, l'atelier de projet, les grands cours et les enseignements en TD qui viennent donc enrichir le travail autour du projet. Donc quelques illustrations de la production des étudiants. Ici, on est sur un travail de deuxième année. Donc on a déjà des éléments graphiques qui sont beaucoup plus travaillés. Donc encore une fois, ces éléments graphiques qui viennent d'un apprentissage qui est intégré aux études d'architecture. Et donc il est demandé aux étudiants non seulement de concevoir des projets, mais de savoir aussi les présenter, les exprimer à l'oral et aussi sous forme d'éléments graphiques pour un début de mise en forme un petit peu professionnelle, puisque c'est ce qui est très régulièrement demandé aux architectes, c'est-à-dire de savoir communiquer et expliquer leur projet. Donc ici, par exemple, vous voyez un travail sur les couleurs, vous voyez un travail sur l'organisation des planches, de façon à pouvoir aussi expliquer le plus clairement possible le projet. Là, il va y avoir plusieurs exemples qui vont s'enchaîner pour vous montrer aussi la diversité des travaux. Donc là, on est en troisième année, en début de troisième année. Donc des travaux là sur de la réhabilitation, de l'extension, sur des centres anciens. Donc ça fait partie des thématiques un peu diverses qu'on peut retrouver au fur et à mesure de l'élaboration et de l'évolution des études. Donc là, un autre travail. Vous voyez des éléments graphiques différents suivant les étudiants, mais toujours dans un cadre un peu précis, un peu donné, sur des mises en page un peu classiques. Les deux formats qui sont un peu les mêmes que ceux présentés avant, mais avec des codifications qui sont tout le temps les mêmes, c'est-à-dire des codifications de dessin qui sont appris, des codifications de représentation, mais une organisation qui va s'adapter au discours et à la façon de présenter les étudiants. Et toujours le travail en maquette qui lui est une constante depuis la première année jusqu'à la troisième année et même après en master. Donc à chaque fois, il est demandé aux étudiants d'utiliser ce format d'expression aussi de leur travail qui est la maquette. Et donc maquette qui se diversifie, qui se complexifie aussi en fonction des outils mis à disposition et aussi de la complexité du projet, puisque le projet, cette complexité et cette difficulté va croissant au fur et à mesure des études. Donc ici, on est plutôt sur des logiques d'habitat. Donc on est un peu plus dans le concret par rapport à ce qu'on pouvait voir sur les travaux de première année, avec des contraintes un peu plus classiques, suivant un cadre des ateliers. Et on a des projets de plus grande ampleur après en troisième année, par exemple, on a des réflexions plus sur l'urbain et l'intégration du projet, justement, dans un environnement peut-être un peu plus dense et un peu plus urbain. Donc là, toujours en demandant aux étudiants d'avoir ces expressions donc en maquette et autres, mais avec des réflexions aussi autour de la constructibilité, de la structure, de l'aménagement des espaces, de la réflexion sur les espaces extérieurs. Donc voilà, tout ça fait partie du travail progressif d'apprentissage en licence. Comme notre exemple ici, exprimé en maquette. Et là, vous pouvez voir le récapitulatif d'un travail d'atelier en maquette pour l'instant simplement. Enfin, simplement, c'est une façon de parler. Donc un même projet, un même site, une même thématique et 20 à 25 projets différents. Et à chaque fois, l'étudiant est accompagné dans cette démarche de projet pour aussi individualiser son travail et qu'il amène lui-même ses propres
le résultat de ses recherches personnelles, pré-professionnelles, on va dire, de façon à justement élaborer des projets et qui s'expriment par des couleurs différentes, par des mises en page différentes, par des formes de maquettes aussi différentes. Une des constantes aussi, que ce soit en licence ou en master, et qui fait partie de l'atelier de projet, c'est la présentation du projet. Donc il y a plusieurs présentations de projet. Ces présentations sont formalisées avec de l'affichage des planches que vous avez pu voir en exemple précédemment, de la maquette aussi qui est exposée, et donc une dizaine à une vingtaine de minutes pour l'étudiant pour présenter son projet et être en capacité de l'exprimer et de l'expliquer. Donc ces sessions sont, il y a toujours un format de rendu final qui valide en fait l'atelier de projet à la fin du semestre, où là le projet est finalisé, où donc les planches sont terminées, la maquette est terminée aussi, mais il y a aussi des rendus intermédiaires, de façon à ce que l'étudiant aussi s'habitue à présenter au fur et à mesure son projet. Cette présentation, elle n'est pas seulement pour les enseignants, elle est aussi pour l'ensemble du studio, puisque vous pouvez voir à côté là de ce que présente l'étudiant des travaux qui sont affichés. C'est-à-dire qu'en début de session, en début de journée de rendu, comme on appelle ça, les étudiants affichent tous leur travail, ce qui permet que tout le monde puisse voir le travail des autres, mais ce qui permet aussi aux autres années de venir dans le studio pour soit assister à une partie du rendu, soit soit consulter les planches entre midi et deux, n'importe, ou la fin de journée, consulter les planches de tous les autres étudiants. Donc ça, par exemple, un étudiant de première année peut venir voir le travail de rendu final de troisième année, puisque tout le monde rend le même jour, et donc du coup, il y a une sorte de grand-messe, mais tout le monde sait que le rendu est la même semaine, et que donc du coup, il y a cette possibilité de venir voir le travail de tout le monde. Donc le rendu, comme je disais, se fait sur une présentation orale, donc la maquette au premier plan, et les enseignants donc du studio qui ont suivi l'étudiant pendant toute la durée du studio, qui évaluent sa présentation, son oral et son travail sur l'ensemble du semestre, et les autres étudiants derrière qui donc assistent à la présentation et suivant le studio peuvent aussi intervenir pour parler du projet que l'étudiant est en train de présenter. Donc voilà pour le cycle licence et son déroulé. Le cycle master, sur le principe, s'organise à peu près de la même façon, c'est-à-dire que pour les 7e, 8e et 9e semestres, il y a un atelier de projet qui est toujours le cœur de l'enseignement d'architecture avec ce travail semestriel. Des grands cours, et avec une particularité quand on est en master, c'est qu'en semestre 9, on dépose un mémoire qui va illustrer ou préparer le travail de diplôme de l'étudiant. Donc, il y a le grand cours et un mémoire en complément, un enseignement parmi les outils opérationnels donc, au choix, qui peut être un projet entrepreneurial, qui peut être une mise en situation en chantier, ou qui peut être aussi une spécialisation dans les outils numériques, et un stage de 8 à 13 semaines obligatoire. Le 10e semestre, lui, est finalisé par le diplôme d'architecture, donc qu'on appelle le projet de fin d'études. Ce projet de fin d'études est un déroulé similaire au travail semestriel, à ceci près que un enseignant encadre 8 étudiants et non plus une vingtaine, que les étudiants se raccrochent au domaine d'études dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire architecture, architecture, situation, métropole du Sud, les 6 domaines d'études, donc qui encadrent un petit peu les thématiques de PFE. Donc PFE qui amènera l'étudiant à travailler sur un projet, qui présentera devant un jury, qui validera ou reportera l'obtention de son titre d'architecte. Donc les travaux de PFE sont des travaux beaucoup plus denses, donc dans le cadre de la progression et de l'enrichissement progressif de l'enseignement de l'architecture. Donc ici vous pouvez voir un travail à gauche qui s'exprime par quelque chose sur une échelle assez grande au niveau d'une ville et qui se rapproche à terme d'un élément plus architectural traité, donc pour aborder les contraintes de détail, de technique, de structure, d'aménagement d'espace, etc. Donc deux exemples de travaux de PFE, donc là des très grandes échelles urbaines pour envisager un travail donc sur des quartiers par exemple, sur des morceaux de ville, et venir traiter spécifiquement des parties de projet pour que l'étudiant puisse exprimer et montrer sa capacité à gérer un projet
au niveau professionnel. Et toujours ce travail en maquette. Donc du coup, avec un enrichissement aussi des maquettes au fur et à mesure des capacités des étudiants. Ici, on a un exemple de mise en lumière, avec dans l'idée que la mise en lumière n'est pas forcément juste pour faire joli ou faire technique, mais qui exprime quelque chose qui correspond au discours de l'étudiant et qui correspond au discours du projet. Même exemple ici sur la couleur, par exemple, où évidemment, si le projet un jour devait se faire, il serait pas vert comme ça, mais cette distinction de colorimétrie vient aussi appuyer le discours et vient participer à la présentation générale du projet. Donc les planches sont plus grandes, les détails plus précis, les schémas de principe plus détaillés et plus étayés aussi. Et donc on commence à avoir des éléments qu'on pourrait retrouver clairement dans le monde professionnel, avec une capacité à exprimer, à représenter le projet. Donc, voilà encore quelques exemples d'éléments, de travaux de diplôme, de PFE. Donc c'est le même principe. Donc tout le cursus qui a permis à l'étudiant d'apprendre à présenter au fur et à mesure son projet se retrouve finalisé au niveau du PFE sur le même principe, avec des choses un petit peu plus professionnalisantes, dans le sens où la présentation va se faire en projection, les maquettes seront plus grandes, les planches seront plastifiées par exemple, et que le jury pour le coup sera un jury composé des enseignants qui ont suivi l'étudiant, mais aussi d'enseignants d'autres domaines d'études et de personnalités extérieures de l'école. Donc 5 à 6 personnes qui vont venir valider le travail de l'étudiant. Dans une mise en situation au terme de laquelle l'étudiant pourra se projeter effectivement dans dans son futur travail d'architecte. Et on voit encore là sur les images que ça reste une présentation générale, que tous les étudiants qui présentent en même temps le même jour leur diplôme affiche de façon à ce que tout le monde dans l'école puisse venir éventuellement pas forcément participer au jury, mais participer et visualiser les travaux qui ont pu être faits dans le cadre de ce domaine d'études. Les stages, puisque plusieurs stages ponctuent donc les études. Donc il y a des stages obligatoires et des stages optionnels. Dans les stages obligatoires, on a le stage ouvrier qui se situe en deuxième année, qui est à faire dans une entreprise, artisan, entreprise de construction ou autre, donc pendant 2 semaines. Le stage de licence entre le semestre 5 et 6 qui dure 4 semaines, peut se faire en agence, en collectivité ou en bureau d'études, et le stage de master dont on a déjà un peu parlé, qui lui va durer 8 semaines dans le cas classique. Donc pareil, en agence d'architecture, en bureau d'études ou chez une maîtrise d'ouvrage par exemple, ou 12 à 13 semaines si c'est dans un laboratoire ou à l'étranger. Donc ça, ce sont des stages obligatoires qui doivent être validés par un rapport de stage, et il y a un jury aussi qui est organisé pour valider les stages. Il y a la possibilité aussi dans le cadre de l'école d'organiser une césure, c'est-à-dire un étudiant qui déciderait pendant 1 an de mettre en suspens son cursus à l'école, donc en fin de licence uniquement sur une universitaire, des stages optionnels que peut solliciter l'étudiant, donc 6 mois, 1 an maximum à harmoniser avec les études, et des stages en alternance qui sont proposés maintenant en master uniquement. 924 heures harmonisées avec les études, donc ces éléments-là, césure, stage optionnel ou stage en alternance, doivent faire l'objet de la part de l'étudiant d'une demande particulière qui est étudiée par les instances de l'école, et en fait doit faire l'objet d'un projet. Par exemple pour la césure, il ne s'agit pas juste d'arrêter, il s'agit d'arrêter avec une bonne raison, et une raison qui va accompagner aussi l'étudiant dans la suite de ses études. Pour décrire un petit peu l'espace de travail de l'école, donc on a des amphithéâtres, des ateliers permanents et des ateliers maquettes. Les amphithéâtres qui ne ressemblent pas forcément à ça en ce moment, donc sont au nombre de 2, un de 140 places, donc qui servent aux cours magistraux et en situation normale, on va dire, qui servent aux cours magistraux et et à des conférences aussi de l'extérieur, par exemple, ou des présentations de début d'année, de studios. L'atelier permanent qui est une spécificité de l'école, c'est-à-dire que l'école est constituée autour de 2 grands halls intérieurs, autour desquels se déroulent des coursives, et une partie de ces coursives sont constituées en atelier permanent, c'est-à-dire ouvert 24 heures sur 24, ce qui permet, donc comme vous voyez là, avec de grands espaces et de grandes tables, aux étudiants de venir travailler après les cours, voire la nuit pour certains, puisque c'est ouvert 24 heures sur 24, les week-ends aussi,
et ce qui permet en fait de maintenir une vie constante dans l'école, toujours pareil hors pandémie bien évidemment, puisqu'actuellement l'atelier permanent est fermé. Donc, ça permet aussi aux étudiants qui soit travaillent en groupe ou qui travaillent dans des petits appartements de venir étaler des plans, de venir travailler autour d'ordinateurs portables ou même de venir découper des bouts de carton pour commencer les maquettes que vous voyez derrière. Donc forcément, en temps normal, c'est beaucoup moins rangé que ça. Ça vous donne quand même une sorte d'ambiance de ce que peut être l'école dans sa vie normale. Donc avec des casiers dans lesquels les étudiants peuvent ranger leurs affaires qui peuvent être du matériel par exemple, pour pas forcément avoir tout transporter à chaque fois. Il y a un atelier maquette aussi qui est à disposition des étudiants, donc toutes les maquettes que vous avez pu voir sont pour la plupart faites dans le cadre de cet atelier. Donc l'atelier est encadré par un encadrant plus des étudiants formés, donc qui accueillent les étudiants pour mettre à disposition donc du matériel qui peut être du matériel un peu sensible, matériel de découpe, cutter et autres. Donc qui peut mettre à disposition du matériel donc correctement entretenu, du matériel aussi pour découper, mais aussi des outils plus spécifiques du type découpe laser par exemple. Donc avec une méthodologie qui est apprise aux étudiants pour pouvoir faire ces éléments-là et faire ces maquettes-là. Donc ça c'est en situation rangée, ça c'est en situation normale. Donc ça perce, ça visse, les poubelles sont pleines de carton. Toujours pareil, les étudiants sont encadrés, les outils sont rangés proprement et il y a des méthodologies qui sont apprises aux étudiants. Méthodologie pour construire les maquettes, mais aussi méthodologie pour ranger, pour trier, pour que les déchets soient correctement aussi recyclés. En complément, en centre de ressources, donc il y a la médiathèque dans laquelle nous sommes installés actuellement pour vous faire cette présentation. Donc médiathèque, bibliothèque et matériothèque. Une bibliothèque qui est raccordée à au réseau des écoles d'architecture en France, pour ce qui est des ressources, et une matériothèque aussi qui permet, donc dans le cadre de cette partie de l'établissement, de mettre à disposition des étudiants des matériaux, des échantillons et des documents de mise en œuvre pour qu'ils puissent voir, qu'ils puissent toucher, qu'ils puissent gérer aussi la matérialité de ce qu'après ils vont projeter dans leur travail de studio. Il y a un atelier d'impression aussi, donc mis à disposition sous forme de crédit aussi et sous forme de matériel d'imprimante. Donc les planches que vous avez pu voir aussi, comme les maquettes sont souvent faites à l'école, les planches d'impression sont imprimées à l'école. Donc des ordinateurs à disposition bien sûr pour des mises en page et des lancements d'impression. Tout ça pareil est encadré par des gens dont c'est le métier de gérer le flux des impressions qui peuvent être assez denses les semaines de rendu par exemple. Et donc ça c'est interne à l'école et les étudiants peuvent du coup bénéficier de ces éléments-là pour pouvoir imprimer leurs documents. Et la fabrique est un Fab Lab, donc qui est à l'entrée à l'école, qui est situé à l'entrée de l'école, accessible aux étudiants bien sûr, mais pas seulement, puisque du coup il y a des dispositifs d'abonnement qui permettent aux gens de l'extérieur de venir se servir des imprimantes 3D, des scanners 3D, etc. Tous ces éléments qui sont très reliés aux nouvelles technologies. On parle avec du personnel encadrant qui est en charge justement d'organiser et de gérer le flux des étudiants, les rythmes de travail des imprimantes 3D par exemple, et l'organisation interne du Fab Lab. Donc ça, sur ces deux images, vous pouvez voir les halls dont je parlais tout à l'heure, autour desquels s'organisent les coursines. Donc ces halls sont des espaces de déambulation qui permettent aux étudiants d'aller en cours, soit d'aller dans les différentes associations type la cafette, ou aller dans les amphis, ou simplement traverser pour sortir ou rentrer dans l'école. Et du coup, la dimension de ces halls-là permet aussi d'en faire des supports d'exposition. Donc ici, on a un exemple d'exposition de travaux d'étudiants. Donc au-delà de l'exposition la journée du rendu dont je vous parlais tout à l'heure, il y a la possibilité effectivement que les travaux d'étudiants puissent être dans le hall, ce qui permet pour le coup à tous les étudiants de bénéficier de voir ce qui se fait dans les différentes années. C'est des choses qui sont organisées régulièrement, de la même façon que peuvent être organisées des expositions à l'échelle plus nationale. Ici c'est un exemple de l'album des jeunes architectes et paysagistes, donc une exposition qui aboutit à la remise de prix pour des jeunes architectes ou paysagistes.
et donc une mise en scène, une scénographie qui est organisée dans ces halls-là, donc que traversent les étudiants tous les jours pour leur vie quotidienne à l'école. Et les étudiants, mais aussi les enseignants, mais aussi les administratifs, c'est-à-dire tous les membres de l'école qui font vivre l'ENSAM. Donc pour aborder une partie du programme pédagogique axé sur les relations internationales, je commençais à vous parler un petit peu tout à l'heure. Il y a une journée qui est organisée tous les ans, qui est la journée JV, qui est une mise en relation en fait entre les étudiants qui sont déjà partis à l'étranger, ceux qui souhaitent partir à l'étranger, de façon à pouvoir communiquer entre étudiants, mais aussi avec la partie administrative et enseignante de l'école, sur les possibilités qui sont offertes aux étudiants de travailler ou de passer des années, une année ou un semestre en dehors de l'école et à l'étranger plus particulièrement. Donc les relations internationales de l'école qui sont vraiment au cœur de la pédagogie. Donc c'est la possibilité d'étudier un semestre ou une année dans une université partenaire de l'ENSAM. Donc vous avez quelques chiffres d'étudiants qui sont en mobilité suivant les années, c'est variable, on peut baser sur une cinquantaine en moyenne, avec donc qui sont en mobilité avec les villes et les écoles avec lesquelles l'ENSAM a des conventions. Donc il y a 47 conventions en Europe, 45 villes, 20 pays, Autriche, Danemark, Belgique, Allemagne, etc., Lituanie, Pays-Bas, pas toute la liste, vous pouvez la lire. Et hors Europe, avec le Maroc, les États-Unis, le Canada, l'Argentine, Mexique, Uruguay, Corée du Sud, Inde, Japon, Australie. Donc beaucoup de possibilités de voyages qui sont dans le cadre des relations internationales proposées et permis aux étudiants. Donc en carte, voilà ce que ça peut donner. Forcément beaucoup en Europe, mais du coup aussi hors Europe. Vous pouvez le voir sur cette carte, avec plus précisément les villes qui sont concernées par des échanges possibles. L'école est très inscrite aussi dans le programme Erasmus, et ça depuis très très longtemps, et très régulièrement les témoignages d'anciens étudiants qui ont bénéficié de ce cursus-là viennent partager avec les étudiants qui souhaitent le faire, justement pour que tout le monde bénéficie des avantages de cette démarche-là. Donc l'école est très inscrite dans le programme Erasmus. Et donc la journée JV consiste, comme je vous disais, à une sorte de speed dating entre étudiants autour des mobilités d'études et de stages internationaux. Donc ça concerne des étudiants qui sont déjà partis, mais ça concerne aussi les étudiants qui sont en mobilité, qui viennent d'autres écoles et qui sont à l'ENSAM et qui présentent leur démarche, puisqu'il y a des étudiants de l'ENSAM qui partent, mais il y a aussi des étudiants, les conventions font que les stages internationaux de sens, c'est des étudiants aussi étrangers qui du coup viennent à l'école sur les cours pendant un an ou un semestre. Donc cette journée organise un petit peu cette communication entre étudiants. Donc ça, c'était pour le long terme, on va dire, un semestre ou une année, mais il y a aussi très régulièrement des voyages qui sont organisés dans le cadre des studios, donc l'atelier de projet dont je vous parlais, très régulièrement à une semaine consacrée à un voyage. Et ça, par exemple, dès la première année, donc voyage d'une semaine. Donc beaucoup en Espagne forcément, puisque la proximité fait que c'est plus facile, et que ça permet aussi de partir avec les équipements de l'école, type minivan par exemple. Mais ça peut aller aussi en Danemark ou en Suisse. L'objectif est d'aller voir d'autres cultures, d'autres villes, d'autres façons d'aborder l'urbanisme et l'architecture, et aussi du coup de visiter bien sûr des projets remarquables tels le musée de Bilbao que vous voyez ici de Fongueri, le musée Guggenheim. Et donc de la même façon après, suivant le domaine d'études, il y a la possibilité aussi que les voyages servent non seulement de voyage pour les étudiants, mais aussi de support d'études, puisque là, par exemple, dans le cadre de master, que ce soit à Ljubljana en Slovénie, ou Amsterdam, ou notamment à Singapour, le voyage devient le sujet en fait du PFE. Récemment, des étudiants qui sont partis à Singapour ont travaillé et leur mémoire et leur PFE sur la ville de Singapour, et donc le voyage et cette partie internationale aussi de l'enseignement s'inscrit aussi dans la pédagogie et dans les projets que vous avez pu voir précédemment. Donc un exemple de partage et de mélange qui sont organisés, là ça doit être avec l'université de Slovénie, où il y a des enseignants de l'école, des enseignants locaux, et pareil pour les étudiants, avec un travail en commun qui permet aussi du coup de partager, d'échanger, et tout ça autour du projet, autour de la réflexion du projet.
Autre partie du programme pédagogique, donc les HLM, les hors-les-murs. Donc il y a le cursus classique autour des ateliers dont je vous parlais précédemment. Il y a aussi des workshops en enseignement intensif qui durent 5 jours. Il y en a environ une quinzaine par an. Là, en ce moment, à l'école, les HLM de cette année se terminent, là, aujourd'hui. Donc on a entendu parler. Donc il y a des thématiques qui sont spécifiques et du coup très variées. Et donc qui concernent tous les étudiants de toutes les années qui peuvent se mélanger autour d'une matière ou d'une thématique. Et donc, ils peuvent être architecture navale, habitat inclusif, design, on touche du bois, architecture et typographie, makers et upcycling, espace public de poche, 24 heures de lumière lumineuse, patrimoine contemporain, architecture et scénographie. Donc, énormément de thématiques très variées, mais certaines aussi très, très spécifiques. Et donc, ils vont faire en sorte que les étudiants, pendant une semaine, vont être impliqués complètement dans cette thématique, dans cette démarche, avec un programme pédagogique qui va faire qu'ils vont partir d'un état de conception à une réalisation et un bout de fabrication. En plus de ça, il y a des semestres d'été, intensifs européens sur 3 ans, CMCT ou Lab Sud, et des masterclass éventuellement en enseignement en langue étrangère, avec récemment des étudiants qui sont partis au Mexique pour travailler sur l'abri d'urgence post-inondation en Mexique. Donc les HLM, là, vous retrouvez dans l'atelier maquette dont je parlais tout à l'heure. Autour là, par exemple, on est sur la thématique de l'architecture navale. Et donc, c'est pas une thématique du tout qui est abordée par aucun des studios dans le cycle master et licence, mais voilà, il y a certains cycles qui est proposé dans lesquels les étudiants peuvent s'inscrire et ils vont travailler autour de cette logique-là pour ouvrir aussi des champs culturels un petit peu différents suivant leurs appétences et suivant aussi ce qui peut être proposé ou simplement aussi pour la découverte. On a un autre exemple ici où un travail sur une semaine. Donc là où on est sur un travail de conception donc c'est un travail de groupe, qui va de la conception à la réalisation, ou si on a un travail sur des modules de tiges pour constituer un espace à l'intérieur du hall de pierre vive à Montpellier. Donc voilà, on part d'un principe, d'un schéma, d'un système, et on arrive à une réalisation, à une construction qui a un enjeu sur l'espace, qui a un enjeu sur le contexte dans lequel les étudiants interviennent. Autre exemple ici, avec donc voilà, pareil, au bout d'une semaine, la construction d'éléments directement par les étudiants, en gros la main dans le plâtre ou la main dans le cambouis, on va dire, de façon à aussi donner ce côté un peu concret et tactile, matériel aux éléments que les étudiants vont proposer. En complément aussi, donc l'école d'architecture de Montpellier, résidence d'artistes, en ce moment Germana Sivera qui est chorégraphe. Donc ça peut, donc elle est en résidence à l'école, ce qui permet parfois d'organiser donc dans les grands halls par exemple des happenings ou dans les natures environnantes aussi des interventions dans lesquelles les étudiants sont invités à participer. Les associations étudiantes, donc comme je disais tout à l'heure, exclusivement gérées par les étudiants, donc elles sont au nombre de 8. Donc on a Archipel qui s'occupe de la mise en relation entre les étudiants qui voudraient travailler, les agences d'architecture par exemple qui chercheraient des étudiants pour du travail étudiant. L'ARPAL qui s'occupe des conférences, l'association sportive qui est dans son nom, la Lézard qui organise des concerts, de la radio en interne et qui organise des petits groupes de musique dans l'école, collectif Paru pour les magazines. Focus qui est axé sur l'image photographique, la vidéo, et qui parfois gère aussi des captations de conférences qui sont organisées dans les amphithéâtres de l'école. La CAFET qui est en charge de faire manger tout le monde, c'est une association d'étudiants qui gère la partie repas de midi et parfois apéro du soir. Et le Ministore qui s'occupe de regrouper les matériels dont auraient besoin les étudiants et donc de les revendre aux étudiants à un prix avantageux, puisque du coup ils gèrent l'achat en groupe, et donc ça peut concerner du matériel de base nécessaire aux études d'architecture, ça peut concerner des logiciels aussi par exemple. Donc ces associations sont gérées par les étudiants, donc comme des associations classiques. Donc beaucoup d'étudiants forcément pour gérer la CAFET, puisque le but c'est d'intégrer leur cursus scolaire à leur vie associative étudiante.
Donc là, vous avez l'exemple de la cafette, donc où tout le monde se relaie, tous les membres se relaient régulièrement de façon justement à préparer tous les sandwichs pour midi, préparer les plats et vendre le petit casse-croûte croissant à 4 heures quand on a besoin un peu de glucides, quoi. Dans l'extérieur de la cafette, avec un baby-foot qui promène beaucoup entre l'intérieur et l'extérieur, cet extérieur-là, toute cette organisation permet de bien profiter des 300 jours de soleil qu'on peut avoir par ici. Et donc là, on est en journée de cours entre midi et 2. La cérémonie de remise des diplômes, donc, qui vient finaliser le cursus des étudiants. Donc le diplôme DEA, donc comme je vous disais tout à l'heure, qui est à la fin du master, et le HMONP, pardon, qui valide donc le cursus complémentaire qui permet à l'étudiant de pouvoir être inscrit à l'ordre des architectes, de pouvoir créer son agence et de pouvoir signer ses projets, avec toutes les responsabilités que ça implique. Donc une cérémonie qui se passe avec l'ordre des architectes, les enseignants de l'école. Donc là, on est dans l'amphi, et la présentation des principaux projets qui ont été établis. Donc c'est la phase où l'étudiant passe du côté étudiant au côté professionnel, et une remise de diplôme, donc avec les étudiants qui vont changer de monde. Donc après le PFE, donc ce qui vient après le master, donc il y a, comme j'expliquais, l'HMONP, habilitation à maîtriser en nom propre, donc qui est une insertion professionnelle, formation théorique de 160 heures à l'ENSAM, plus une pratique en agence ou en milieu professionnel, de façon à préparer l'étudiant à son intégration dans le monde professionnel, ou le doctorat de 3 ans. Donc se fait via l'inscription dans un laboratoire de recherche, cohabilité, université et ENSAM, pour être docteur en architecture. On peut être docteur en architecture et passer sa HMO après, rien qui l'empêche. Donc après la licence, l'école, les spécificités de l'école fait qu'elle propose un double cursus architecte-ingénieur avec l'école des mines d'Alès. Donc sur dossier, les étudiants qui ont fini leur licence à l'école d'architecture Montpellier peuvent proposer leur candidature pour faire un double cursus et envisager à la fin de leurs études d'être architecte-ingénieur, architecte de l'ENSAM, ingénieur de l'école des mines d'Alès. Ça fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire que des étudiants de l'école des mines d'Alès viennent aussi faire un cursus d'architecte pour avoir le double cursus. Donc il y a cet enrichissement entre les deux écoles qui est destiné à continuer. Et un double diplôme franco-espagnol avec l'université de San Sebastián en Espagne, donc qui permet aux étudiants, pareil, d'organiser leurs études de façon à ce que, au terme de ces études, ils soient diplômés en architecture en France et en Espagne. En complément, l'école propose des formations complémentaires après le PFE, donc des masters spécialisés, management de projets urbains durables, master spécialisé en architecture patrimoine contemporain, une formation BIM, building, une formation de modeling pour les nouvelles technologies, et un DPE architecture et scénographie, donc tous ces éléments-là qui ouvrent à des spécialisations, qui permettent donc aux étudiants d'enrichir leurs études sur un an et demi, suivant le master ou suivant les formations. Donc, une fois qu'on a notre diplôme, une fois qu'on a notre HMO, une fois qu'on a tout ça, donc vers quoi peut-on se diriger? Donc la vision classique de l'architecte, c'est l'architecte libéral ou associé en agence, agence d'architecture, d'urbanisme, de paysage. Donc l'architecte qui va faire ses projets, ses écoles, les écoles pour lesquelles il va travailler, les maisons pour lesquelles il va travailler, etc. Il peut être architecte d'intérieur, scénographe ou designer, avec une petite précision ici, c'est une question qui est souvent posée, c'est que il y a des diplômes d'architecte d'intérieur qui existent, qui ne permettent pas d'être architecte, mais par contre le diplôme d'architecte permet d'être architecte d'intérieur. On peut être architecte conseil aussi, donc auprès du secteur privé, donc dans les grandes structures par exemple, pour le compte de l'État, CAUE ou autre. On peut aussi être architecte conseil auprès de collectivités. Architecte urbaniste de l'État, donc accessible par voie de concours, donc pour intégrer en gros l'administration et les services de l'administration qui gèrent soit le patrimoine, soit les constructions de bâtiments réellement. L'armée par exemple, entre autres. Architecte enseignant, voie de concours aussi,
architecte en chef des monuments historiques, donc accessible par voie de concours, donc là c'est pour travailler sur le patrimoine ancien, et architecte des collectivités territoriales auprès de mairies ou de communautés de communes qui auraient des services donc des services d'architecture pour gérer soit de la régie, soit du projet, suivant les cas. Pour entrer en ENSAM, les modalités d'inscription, donc 110 places en première année, les vœux sont à formuler sur Parcoursup, 37 € de frais de dossier, pas de frais de dossier pour les boursiers et justificatifs. Les vœux seront jusqu'au 11 mars sur Parcoursup, complément de dossier possible jusqu'au 8 avril. Donc prévoir une lettre de motivation d'une page à 4 maximum, d'une caractère. Modalités de recrutement sont en phase 1 sur dossier scolaire, donc les coefficients vous sont indiqués là. Donc pour 30%, et en phase 2 avec un entretien qui compte à 70%. Donc l'entretien se fait à l'école avec un binôme constitué par des enseignants principalement de l'école ou aussi du personnel administratif éventuellement, et sachant que dans le binôme il y a forcément un architecte. La grande majorité des enseignants de l'école d'architecture sont architectes. Mais forcément, il y a des champs qui sont explorés dans le cadre des études qui ne peuvent pas être par des architectes, comme la sociologie, comme l'urbanisme par exemple. Donc, il y a toute l'histoire de l'art qui n'est pas forcément enseignée par des architectes. Donc, le binôme peut être constitué par un architecte et éventuellement par un sociologue, mais toujours un architecte. Donc le binôme dure une quinzaine de minutes, pas de devoir écrit, pas de présentation de portfolio. C'est une discussion à partir de la lettre de motivation et de l'intention et de la curiosité culturelle du postulant ou de la postulante, évidemment. L'entretien de motivation, cette année, aura lieu le samedi 8 mai 2021. Donc voilà pour la présentation de l'école. Il y a quelques questions qui sont déjà arrivées, qu'on a commencé à répondre. Donc n'hésitez pas à continuer à poser des questions. On va pouvoir répondre aussi oralement pour celles qui vont concerner le plus de personnes possible. Donc on peut lire cette image dans l'amphi principal avec des maquettes d'à peu près toutes les années qui sont présentées. Et pour vous signaler qu'il y a une journée porte ouverte qui sera organisée le samedi 6 mars pour venir visiter tout ce que je vous ai présenté sur les ateliers maquettes, sur le hall, sur les coursives, etc. Donc de 10h à 17h. Format à distance sur inscription préalable. Non, c'est bon. Alors, il y avait des questions sur le matériel et les équipements nécessaires avant de venir candidater les étudiants. En termes de matériel informatique, je pense aussi, et c'est lié à une autre question sur d'éventuelles connaissances préalables en 2D, 3D, connaissances informatiques. Alors, il y a des étudiants qui arrivent avec des connaissances déjà. On va plutôt partir du principe que vous ne connaissez pas. Ou que si vous connaissez mal. Pas dans le sens où vous auriez mal appris, mais dans le sens où c'est pas forcément adapté au travail en architecture. Et ça ne peut pas l'être puisque, à part certains qui peuvent avoir une certaine sensibilisation à ce métier et aux travaux qui sont faits, vous n'avez pas eu de cours, vous n'avez pas eu l'architecture n'est pas présente dans l'enseignement général tel qu'il est prodigué la plupart du temps. Donc il n'y a pas de prérequis pour ça, et il y a des cours qui sont donnés pour justement faire en sorte que vous arriviez à un niveau de maîtrise et de pratique suffisante pour faire les documents que vous avez pu voir dans la présentation, là, dans ce qui est affiché. Après, pour ce qui est du matériel, alors notamment informatique, si la question est axée là-dessus, avant l'entrée donc en première année, il y a une configuration minimale qui vous est proposée. C'est vrai que beaucoup d'étudiants sont équipés, pas forcément tous pour la première année. Et puisque j'enseigne aussi dans ce champ-là, je peux vous dire aussi que certains étudiants ont pu faire leur première année avec l'ordi de la région. D'accord, merci. Après, il y avait des questions aussi pas mal sur le double cursus architecte-ingénieur. Donc là, il y a une sélection qui est effectuée
Et une préparation des étudiants, ça se situe au niveau du semestre 6, donc en 3e année. Et au terme donc de cette préparation qui est faite donc en interne tout le long du semestre, des étudiants sont acceptés ou pas pour pouvoir donc prétendre au double cursus architecte-ingénieur qui est donc en partenariat avec l'école des mines d'Alès. Et ce double cursus donc se déroule tout le long du master sur 4 années en alternance école des mines. Oui, Ouais. bonjour, je sais pas si tout le monde est là encore, donc on a été coupé. Mais voilà, on peut se reconnecter 5 minutes pour discuter si besoin. Il y a une question sur l'entretien de motivation, le principe du binôme. Donc là, c'est tout simplement, il y a 2 personnes qui reçoivent les étudiants. Et donc, dans ces 2 personnes, 2 enseignants, il y a forcément un des 2 enseignants qui est architecte. Je ne sais pas si c'est encore enregistré, si ça suit ou pas, quoi. Je ne sais pas si c'est actif. Oui, oui. Ok. D'accord. Merci. Merci. Donc le binôme, c'est en gros, il y a pour préciser peut-être, il y a 600 étudiants qui en général sont présélectionnés. Et donc il y a autant de binômes que nécessaire qui sont constitués et qui, sur une même journée ou sur 2 jours, reçoivent les étudiants les uns après les autres pendant une quinzaine de minutes. Voilà. Et c'est ces binômes qui, du coup, évaluent les étudiants sur ce qu'ils présentent en fait au niveau de leur présentation et qui va donner une valeur de 70% de la note pour rentrer dans l'école, dans l'ENSAM. Juste pour terminer sur le double cursus, donc une préparation en licence, puis une sélection, donc 6 étudiants qui sont sélectionnés sur le double cursus en partenariat avec l'école des mines d'Alès. Donc double cursus sur 4 ans en alternance à l'école des mines et à l'ENSAM. Concernant donc sur les autres questions, donc sur les modalités de sélection, donc une première phase, comme on vous l'a expliqué Monsieur Percebois, donc sur les notes, en fait les notes donc du bac de français, les notes donc de langue vivante, ainsi que sur la meilleure des 2 notes de spécialité donc choisies en terminale. Donc sur ces spécialités, comme c'est spécifié sur notre site internet, nous retiendrons donc la meilleure des 2 notes sur les 7 spécialités les plus communes enseignées dans le lycée. Donc ce sont les suivantes: histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques.
Deuxième spécialité, humanité, littérature et philosophie. Troisième spécialité, langue, littérature et culture étrangère et régionale. Quatrième, enseignement scientifique, mathématiques, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre et sciences économiques et sociales. Voilà. Donc ça, c'est pour la première phase de sélection. Ah oui, le diaporama n'est plus... donc là, ça compte pour 30%. Et ensuite, Voilà. quand vous... oh, ça c'est fini. Non. Et quand on... Donc dans la seconde phase de sélection, donc c'est l'entretien de motivation qui compte pour 70%. Sur cette deuxième phase donc, de sélection, donc là effectivement j'ai eu des questions sur les petits bonus. Donc il y en a certains, donc des bonus qui sont appliqués donc sur les bacs STI 2D et STI 2A, ainsi que sur la spécialité A. Donc non, il n'y a pas de book à présenter lors de l'entretien, c'est uniquement le candidat, c'est tout. Pour se préparer, bon après, le conseil, c'est un peu des conseils de bon sens sur les questions qui peuvent être posées. On vous demandera pas de dessin, on vous demandera pas de dessiner, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on considère que vous devez apprendre après. On va vous interroger sur vos voyages, ce que vous avez pu en retirer. On va pouvoir vous interroger sur votre perception de votre quotidien et de l'architecture que vous empruntez par exemple tous les jours, qui peut être celle de votre lycée ou quelque chose sur votre parcours. C'est juste des exemples que je donne, ça dépend vraiment des binômes. Sur votre participation à des éléments culturels dans le cadre de vos activités périscolaires, par exemple, ce que vous en retirez et la curiosité, l'intérêt que vous portez à la partie de l'architecture. Donc c'est vrai que les binômes sont assez sensibles souvent à la capacité des élèves de se positionner par rapport à quelques connaissances sur des architectes ou autres. Après, tout le monde a bien conscience forcément que vous n'avez pas de culture ou de prérequis importants par rapport à la démarche de l'architecture. Donc pas de portfolio, non pas de book. C'est une discussion. Voilà, ça répond aux questions qui ont été posées. Bon, mais a priori on a fait le tour des questions. On nous a imposé malgré tout un timing, donc normalement c'est vraiment l'horaire de fin qui nous est dédié, donc on va devoir donc, couper la conférence. Pour rappel, donc 6 mars en format numérique avec préinscription pour les portes ouvertes qui se feront uniquement donc en format virtuel à distance. Donc, merci pour avoir suivi notre conférence. On espère vous voir la journée porte ouverte. Et bonne fin de journée, bon week-end. Merci à vous.